Bonjour Aurélie, bienvenue à notre session Nous Entrepreneurs. On est ravis de vous accueillir. Merci. Bah, écoutez, je suis ravie également. Alors, pour notre première question, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que vous faites et depuis quand vous avez commencé votre business? Alors en fait, j'ai commencé mon business en 2018, un an avant la crise du Covid, puisque c'est un peu, le point de repère actuellement de tous les jeunes Oui, entrepreneurs. exactement. Cela après avoir, dirigé une société dans le même domaine pendant 3 ans, donc une société de design d'intérieur commercial. Ok, C'est-à-dire qu'on fait agencement de stands dans des salons internationaux pour des marques de luxe. ok, Donc on intervient pour des clients comme, Guerlain, on va dire, dans les vins spiritueux, bah, de nombreux négociants à Bordeaux, des caves, PFV qui est un consortium de 12 familles, des plus grandes familles du vin, encore en main familiale. Et puis également Lancaster, Molton Brown, donc on a énormément de clients à l'étranger. Je pense à Concha y Toro, comme gros négociant chilien, qui a également des vignobles un peu partout dans le monde. Et puis, on est tellement diversifié qu'on intervient aussi pour des marques d'optique. La dernière en date, c'est Bolon, qui appartient au groupe Essilor-Luxottica. Et donc, qui propose toute une gamme de lunettes, en fait, vraiment adaptées à la cible jeune. Bah, c'est Hailey Bieber, une des dernières égéries. Donc voilà, c'est en fait, nous, on essaye de coller à l'environnement du client. Donc là, on va faire des choses beaucoup plus tendances marquées qui vont mettre en relief, par exemple, leurs verres colorés et les montures extrêmement oversize. Quand on est dans les vins et spiritueux, on est beaucoup plus traditionnel, sauf à ce que le client nous le demande. Mais en tous les cas, on est capable d'imaginer des espaces qui vont de 30 à 500 mètres carrés sur des salons wow, donc, dans le monde entier. d'accord. Notre bureau d'études, de les dessiner, de faire les plans techniques et ensuite d'assurer tout le suivi de production avec des sous-traitants un peu partout dans le monde. En Asie également, puisqu'on travaillait beaucoup avec Hong Kong, bon, un peu moins maintenant compte tenu du contexte géopolitique, mais encore beaucoup avec Singapour. Donc voilà, donc notre marché, c'est l'Europe et bien sûr la France et l'Asie. Donc, vous faisiez déjà ça avant et vous avez monté votre propre structure en 2018, c'est ça? Exactement. Alors, en fait, tout ça concorde avec mon arrivée à Bordeaux, parce qu'en fait, D'accord. avant d'être arrivée à Bordeaux, il y a exactement 10 ans, j'ai eu une carrière de 12 ans dans les vins et spiritueux chez LVMH, donc où j'étais à la direction marketing et commercial de plusieurs champagnes, dont Dom Pérignon, Krug, les cognacs Hennessy. Non, je suis passée un peu par toutes les marques importantes du portefeuille. Donc, ce qui m'a forgé une assez bonne connaissance, on va dire, du marketing, de la communication et du commercial pour des marques fortes qui n'ont pas besoin, on va dire, de démarchage, parce que c'est des marques qui se vendent toutes seules. Ouais. Le Pâté Chandon, voilà, on sait que c'est référencé dans le monde entier et qu'il n'y a même pas. Enfin, les opérations de communication visent à valoriser les produits pour augmenter les prix quelque part. Enfin, je parle un peu du côté client et pas du côté consommateur. Mais en fait, tout le marketing consiste à créer de la valeur plutôt qu'à vendre plus. Donc, c'est un peu l'idée qu'on a ici chez Kairos Fortuna, c'est d'apporter un service supplémentaire en plus de la créativité, du fait qu'on est designer et qu'on sait dessiner des espaces. C'est vraiment allier la technique à la création et donc apporter vraiment un service clé en main impeccable à tous les clients avec un service client vraiment irréprochable. Parce que quand Donc, on est sur un salon, ce qui est notre vrai cœur de marché aujourd'hui, les clients arrivent. Il faut savoir que le stand est monté en 4 jours. Le client arrive la veille. Il est sur son salon, donc non-stop pendant 3 jours, debout, avec tous les aléas qu'on connaît dans les grands salons et dans les grands centres de foire et d'exposition du monde. Et donc, le client a énormément besoin de soutien, la morale déjà, et puis aussi également technique pour toutes les éventualités qui peuvent se présenter. donc, vous travaillez uniquement avec des grandes marques ou entre guillemets, quelqu'un qui veut faire un salon peut quand même s'adresser à vous et vous allez pouvoir lui designer son stand. Alors malheureusement, aujourd'hui, et surtout compte tenu de l'inflation, des matériaux qui explosent et des coûts logistiques qui explosent également,
on aura du mal à répondre à des petites marques de niche qui OK, commencent sur un salon. Parce qu'en fait, notre entrée de gamme va être trop haute pour, OK. heu, pour des marques, des jeunes startups. Ouais, Alors on leur parle, par exemple, je vais à Cannes au salon du tax free qui est donc tout ce qui se vend en aéroportuaire ouais. et qui attire beaucoup les jeunes marques parce que c'est un gros moyen de se faire connaître. En aéroport, les gens, ils ont le temps de regarder, de découvrir, et cetera. On regarde beaucoup ce qui se fait parce que c'est des petites marques qui vont devenir de grandes marques. Ouais, ouais, super. Donc je pense à Easy Peasy, une marque de lunettes, que j'ai rencontré l'année dernière et qui est, appelé à devenir, un des grands, peut-être demain dans l'optique. On dit jamais non, on essaie de trouver des solutions en fait, voilà. Une D'accord, des Mais super. c'est vrai on ne laisse pas planer de doutes sur le fait qu'on est quand même, entre guillemets, il faut pouvoir se payer nos services parce qu'on Ouais, ouais, assure. mais vous avez un positionnement haut de gamme Ouais. et vous l'assumez, super. Alors, justement, vous disiez on s'est créé juste avant le Covid. Alors, qu'est-ce que ça a eu comme impact le Covid? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des pratiques que vous continuez à garder, après Covid, entre guillemets, où maintenant les salons ont repris et tout ça? Alors racontez-nous un petit peu tout ça. Alors, oui, les pratiques, alors on a eu beaucoup de chance parce qu'en fait, quand on s'est créé, en 2018, j'ai mis en place le télétravail, tout simplement pour la bonne et simple raison que, mes meilleurs salariés, de l'ancienne société qui m'ont suivie, ont fait souvent en sorte que ça soit le cas, hein. Vous êtes suivis par les gens qui vous font confiance et à qui ces salariés-là étaient, éloignés de Bordeaux puisque notre siège est à Bordeaux. D'accord, Donc, on a mis en place un télétravail 3 jours par semaine qui s'est aujourd'hui, pérennisé, mais ça ouais. nous a absolument pas impacté pendant le Covid parce que, on était déjà là-dedans. Donc l'après-Covid, pour nous, ça a été, la continuité du télétravail. Donc ça, Mais il y c'est une avait plus pratique. de salon, il y avait plus rien pendant le Covid? Oui, oui, voilà. Quand je veux dire ça nous a pas impacté, c'est quand on a repris, on a pu reprendre comme on travaillait avant. Ça a pas été, D'accord, donc une vous avez arrêté, pendant toute l'époque du Covid, en fait? Vous avez dû arrêter? sachant qu'en fait, c'était pas si simple que ça parce que oui, on ne faisait pas de business, mais il fallait gérer quand même tous les stands qui sont stockés pour les différents clients, avec l'incertitude de savoir si ça allait reprendre dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, jamais. Donc les gens ne voulaient pas, qu'on détruise leur stand, ils voulaient quand même garder, Waouh, d'accord. tout La leur matériel. création, ouais, la matière première et tout ça, quoi. Exactement. Ce qui fait qu'on a été d'avenant en avenant et que ça a donné quand même beaucoup de travail à mon directeur de la production, par exemple, qui a dû gérer avec les sous-traitants qui avaient le matériel chez eux, pour, déjà dégager de l'espace parce que du coup, ils ont tous ces sous-traitants qui sont en Europe un peu partout, se sont retrouvés submergés d'espace et de matériel, enfin de matériaux à stocker et on n'invente pas d'espace comme ça aujourd'hui. Donc il y a eu, déjà la politique de comment fait-on avec les sous-traitants et la politique de comment fait-on avec les clients. Déjà pour pas les perdre, et puis pour montrer qu'il y a un suivi. Donc même si l'activité était à 0, on a bénéficié bien évidemment, parce qu'on avait fait un très bon exercice en 2018-2019 des aides de l'État. Ce qu'il faut dire, Super. c'est que Ouais, voilà, bravo. la chance qu'on a eue, ça a été ça. C'est que Ouais, toutes les aides étaient basées sur le chiffre d'affaires N-1, mensuel. Enfin, on va dire, ouais. la moyenne mensuelle. Donc en gros, ça nous a permis de débloquer des aides sans quoi nous n'aurions pas pu, pérenniser l'activité, par la suite. Parce que, Donc vous vous êtes lancé avec combien de salariés? je me suis lancée avec une salariée et aujourd'hui D'accord. On heu, est combien? Ça a coupé, excusez-moi. on est 4 Vous aujourd'hui. êtes 4, 4, OK. Ah ouais, vraiment bien. à vraiment, être impliquée parce que je n'ai pas pu non plus prendre de risques, on va dire, d'un point de vue, embauche et salariat avec le peu de visibilité qu'on avait, les banques ont quand même été relativement, compréhensives. Donc déjà, il y a eu le PGE Ouais, pour ouais. les vrais droits, c'était très important. Ensuite, il y a eu des aides à l'embauche avec des prêts, donc c'était pas des dons, hein, c'était des prêts. Mais néanmoins, ça a permis de continuer à aller de l'avant, de se réinventer. On a ouvert un site internet, on a eu plein d'idées, dont une école post-Covid qui a pas encore vu le jour, mais qui s'appelle, Déclic et démo. Et en fait, c'est une Super. école
qui vise à pérenniser l'école, même en temps de crise ou en temps de problème, parce qu'on ne sait pas si ça va revenir ou pas, et de Ouais. faire justement l'école un refuge pour les gens qui sont dans des quartiers difficiles, mais pas seulement, pour décharger aussi un peu les parents, pas répéter ce qui s'est passé, qui a été un espèce de chamboulement pour tout le monde, Ah oui. de se retrouver comme ça tous à la maison en télétravail avec les enfants, etc. Donc c'est un projet qui a été présenté au G20 la première année que j'y ai participé. Donc c'est le G20 des entrepreneurs. Ouais. J'en profite pour faire un peu de publicité. Donc c'est une organisation qui est en amont en fait du G20 des chefs d'État où tous les jeunes entrepreneurs qui sont sélectionnés font des recommandations et peuvent en fait émettre tout un tas de batteries de recommandations économiques, sociétales qui vont aider les entrepreneurs de demain à développer leur activité, quel que soit le domaine. Puisqu'on a des gens un peu dans l'industrie, dans la tech, bien évidemment, mais aussi dans l'agroalimentaire. Et cette année, la délégation était extrêmement riche. Donc, on était vraiment extrêmement diversifiés. C'est pas que. Ouais, ça doit être une magnifique expérience de vivre ça en tant que chef d'entreprise. Quelle est la plus grande, on va dire, leçon que vous ayez apprise depuis que vous êtes chef d'entreprise? Alors, la plus grande leçon, c'est qu'il faut toujours s'entourer de gens qui sont meilleurs que soi. Super, Parce belle que quelque leçon. voilà, belle leçon. Et c'est une leçon d'humilité aussi. C'est que je dis tous les jours à mes salariés que le business repose à 50% sur les dirigeants, à 50% sur les salariés. Et qu'aujourd'hui, la confiance est telle qu'on sait exactement que s'il y en a un de nous qui a un autre projet, et ben, ça va se faire en toute sincérité et transparence et qu'il n'y aura pas de surprise. Alors, ce qui est très compliqué quand vous êtes chef d'entreprise de PME et que vous essayez de recruter, si vous n'avez pas le background des gens ou que ce n'est pas des gens qui vous ont suivi tout au long de la carrière, bah, vous n'avez pas l'assurance de leurs compétences, et puis de leur fiabilité, de leur loyauté, etc., qui sont des valeurs qui me sont chères. Et du jour au lendemain, vous pouvez vous trouver avec une rupture conventionnelle, une démission, et c'est extrêmement dangereux pour nous parce que toutes les toutes petites entreprises sont complètement dépendantes de leurs salariés. Donc il faut vraiment l'apprentissage, c'est ça. C'est aujourd'hui, moi, me dire, c'est quelque chose qui a fait que l'entreprise a pu perdurer, qu'aujourd'hui on en est à notre 5e année. Bravo. Et quelque part, l'ambition pour moi, c'est de leur transmettre l'entreprise le jour où je rends les armes, entre Ah, guillemets. vous avez une vision lointaine, hein, déjà. Et bah, ils sont plus jeunes que moi déjà, donc il faut leur donner aussi cette possibilité, même si on ne sait pas de quoi demain est fait. Ouais. Et puis, chacun peut. Bah, j'ai eu l'exemple du chef d'entreprise qui m'avait cédé les rênes de la précédente société que je gérais et qui s'était fixé de vendre son entreprise à 50 ans. Alors, j'en suis encore loin, Bah oui, c'est mais ça. il l'a vendu à 50 ans et après, il lui restait énormément de vie devant lui pour créer d'autres entreprises et faire d'autres choses. Donc, on peut très bien se réinventer et rester aussi dans l'aventure. Ah, bravo. Bah écoutez, merci beaucoup pour cette interview qui va se finir maintenant. En tout cas, merci pour votre temps et votre patience et je vais arrêter l'enregistrement. Parfait, merci.